Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour de nouvelles aventures. Ouais, alors, aventure entrepreneuriale. Tiens, alors pour le coup, on va avoir aventure entrepreneuriale grand format. Parce que je crois que c'est un choix entrepreneurial finalement que fait Nexans, mais le patron de Nexans, Christophe Guérin, vous connaissez peut-être pas Nexans, c'est pas une marque commerciale, je vais tout vous expliquer, on va tout vous raconter, on va rentrer au cœur de la transition énergétique justement, mais c'est sans doute un choix entrepreneurial qu'il fait avec une boîte qui, j'ai dû noter ça quelque part, fait autour de 6 à 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, quand il faut pivoter, c'est un énorme paquebot qui pivote. Et puis, pari entrepreneurial qui démarre. Mais alors qui démarre dans un secteur, je suis désolé, quand je reçois un mail de quelqu'un qui me dit qu'il va en gros s'attaquer à Procter & Gamble, voilà, qui démarre et qui dit qu'il faut changer la lessive, faut révolutionner la lessive. Vous êtes quand même sur l'un des éléments les plus, vous allez dire, banals de la vie quotidienne. Non, il y a énormément de choses à faire là-dessus. Tout bêtement, vous envoyez de la lessive par la boîte aux lettres, vous voyez. Vous n'avez plus besoin d'aller faire les courses. Enfin, des choses comme ça. Vous allez me dire Amazon sans charge. Oui, mais vous allez voir. Dans des paquets cartons, vous pouvez les glisser n'importe où. Bref, il y a toujours des choses à révolutionner. Et puis après, on ira réfléchir au monde d'après comme on le fait régulièrement. C'est parti, c'est Bismart. On y va les amis, on y va donc avec Christophe Guérin qui est le patron de Nexans. Bonjour Christophe Guérin. Alors il faut quand même à un moment présenter Nexans parce qu'on n'est pas dans le B2C, là on est vraiment dans le B2B. Nexans c'est... alors ce que vous voulez en faire d'ailleurs, un des acteurs importants de la transition énergétique sont des câbles. Je tiens d'ailleurs juste à dire un truc, parce que peut-être qu'on aura le temps d'en parler de l'industrie en France, des questions de relocalisation, de réindustrialisation, etc., parce que Nexans reste toujours un acteur industriel important. 6 à 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça? Et c'est exact, oui. Et donc, c'est une des branches du considérable empire Alcatel. C'est-à-dire, quand vous posez des questions sur l'industrie en France, forcément, à un moment, vous retombez sur Alcatel et sur le démembrement de l'empire Alcatel au tournant des années 2000. Globalement, c'est ça. Fin des années 90, début 2000. Vous retomberez sur un homme, Serge Tchuruk. Vous retomberez sur une phrase malheureuse qu'il a prononcée un jour. Mais à la limite, à quoi servent les usines? On peut tout à fait faire des entreprises parfaitement profitables sans usine et faire fabriquer ailleurs, le fabless, donc c'est ça, voilà. Les années 2000, la Chine, usine du monde, tout ce qui est en train de se retourner aujourd'hui, et Nexans en est le témoin d'une certaine manière. Je disais virage entrepreneurial, parce qu'en fait, vous décidez de faire un virage stratégique pour vous concentrer totalement sur la transition énergétique. J'ai dit porter la transition énergétique à travers vos câbles. En quoi consiste ce virage exactement aujourd'hui, Christophe? Oui, Stéphane, c'est assez simple. En fait, dès qu'il y a besoin d'électricité, dès qu'il y a besoin de données, il y a besoin de câbles qui portent l'électricité ou qui portent la donnée à travers la fibre optique. Donc nous, on produit tout. On est un grand généraliste. Il n'y avait plus que 2 grands généralistes du câble dans le monde. C'est un autre concurrent italien qui s'appelle Prysmian et Nexans. Ex-Alcatel Câble. Et heureusement qu'en 2001, on a quitté Alcatel. Et on reste une société française comme Alstom ferroviaire. Pourquoi heureusement dans l'empire Alcatel, vous avez des colonies, ils sont tous retraités maintenant, mais des colonies nostalgiques de l'empire Alcatel. Non, il y en a un qui n'est pas retraité, il s'appelle Arnaud Montebourg. Il brigue la présidentielle. Je ne veux pas rentrer sur le plan politique. Eh oui, attention à ce qu'on dit avec Alcatel. Non, alors, donc 34 sous-secteurs aujourd'hui, et c'est un marché, le câble, c'est un marché d'à peu près 210 milliards, et la partie électrification, c'est 100 milliards, 150 milliards dans les 10 années suivantes qui arrivent. Donc l'objectif pour nous, c'est Attendez, 100 milliards dans les 10 ans qui viennent, donc 10 milliards par an. C'est pas 100 milliards de marché sur une année. C'est 100 milliards aujourd'hui, ça va aller jusqu'à 170 milliards d'ici 2030. Mais vous, 6 à 7 milliards, c'est-à-dire, vous n'avez pas un potentiel d'aller chercher... Non. Voilà. Non, pas du tout. Mais par contre, comme l'électricité. Mais en termes d'équipement par année, par exemple, le potentiel aujourd'hui de câbles électriques à l'échelle mondiale, c'est une moyenne de. C'est le marché actuel. C'est 100 milliards, c'est à peu près 5% de croissance par an. Et ça va venir d'ici à partir de 2025. Il y a des nouveaux marchés qui sont en train d'exploser, notamment tout ce qui est ferme éolienne. Aujourd'hui, on fait à peu près en termes de cotation, 1,5 milliard pour les fermes éoliennes en mer. Dans 3-4 ans, ça sera 5 milliards par an. Donc c'est gigantesque. Il y a des nouveaux marchés sur le thème de l'électrification qui sont en train de subir une croissance exponentielle. Mais alors, marchés sur lesquels? Parce que vous dites que vous êtes deux. Il y a Prysmian, là, l'italien, et vous. Donc il n'y a pas de concurrence sur ce marché? Si, c'est très très fragmenté. Mais en fait, vous avez des grands spécialistes qui sont uniquement sur le télécom, uniquement sur l'industriel, l'aéronautique ou l'automobile,
ou uniquement sur des petits bouts de l'électrification. Mais il n'y a pas de grand industriel qui couvre le secteur de l'électrification dans le sens général du terme. Qu'est-ce que vous lâchez? Parce que de ce que j'ai compris, c'est... donc, vous allez vendre quoi? 1,5 milliard d'actifs, c'est ça le plan? 1,5 milliard d'actifs. Et la moitié des salariés du groupe? Je vais vous expliquer. Ouais. En fait, on a une activité, une petite activité qui est historique, qui représente 8% du chiffre d'affaires, qui sont les câbles pour les faisceaux électriques qui sont dans les voitures. Voilà. Et donc ça, on l'a depuis 15 ans, c'est une activité qui va bien, mais qui utilise de la main-d'œuvre à bas coût en Roumanie, au Mexique et en Tunisie. Et cette partie-là, pour 8% du chiffre d'affaires, 500 millions d'euros, représente 11 à 12 000 employés sur les 26 000 de Nexans. Donc c'est pour ça qu'en effet, vendre cette activité-là, en termes de conséquences sur la partie, le nombre d'employés, c'est assez important. Mais c'est un modèle économique qui n'est pas vraiment le modèle économique du câble, où la part main-d'œuvre dans le câble est très faible. Et ça peut intéresser qui, ça? Les professionnels de l'automobile, justement, qui pourraient vouloir réinternaliser, en fait pas les constructeurs, mais nos concurrents ou des partenaires financiers, puisqu'il y a une grande migration qui se fait sur le véhicule électrique. C'est un très beau potentiel de marché. Mais justement, j'allais y venir. Alors, venons-en tout de suite. Mais justement, à partir du moment où vous êtes sur l'électrification du véhicule, pourquoi est-ce que Nexans, qui se veut partenaire de toutes les électrifications, se dit non, ça, pourquoi? Je vais vous expliquer. Trop petit par rapport... Je vais vous expliquer, Stéphane, une semaine que j'ai eue une fois dans ma vie, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans. Le lundi, j'étais à BMW. Le mardi, en disant l'automobile est cœur métier. Le mardi, j'étais chez Airbus en disant l'aéronautique est cœur métier. Après, le jeudi, j'étais chez Enel en disant l'électrification c'est cœur métier. Et le vendredi, j'étais chez Sonepar en disant le marché de la distribution et la construction c'est cœur métier. Il y a un moment donné, vous savez, on revient à la base de la stratégie, Stéphane. Quand on est partout, on n'est nulle part. Et les clients ont besoin d'avoir plus que des câbles, des systèmes, des sous-systèmes, des choses beaucoup plus complexes pour les suivre dans l'évolution de la chaîne de valeur. J'ai fait une remarque d'ailleurs au CMD. Je dis à un moment donné... C'est quoi le CMD? Excusez-moi, le Capital Market Day, la journée investisseur. D'accord. De la semaine dernière. J'ai un client qui m'a dit « Chris, il va falloir bouger ». Il va falloir bouger. Chris, il vous appelle Chris, oui, le gars. Je suis assez facile d'accès. Très anglo-saxon. Et puis il me dit, Chris, we gotta move. We have to move. We have to move. He told me, il m'a dit, si tu veux pas que Nexans devienne le Kodak de l'industrie, à être partout et à louper des migrations importantes qui sont en train de se faire en ce moment, you better move now. Il faut vraiment bouger dans les années à venir. Et il est là notre enjeu. Ouais. Aujourd'hui, nos clients ont besoin de plus que juste des câbles et des composants. Et je finis là-dessus, Stéphane. C'est exactement ce qui s'est passé sur le secteur de l'automobile, pour rester un peu avec le secteur automobile. Vous regardez Valeo, Faurecia, de ce qu'ils vendaient il y a 10-15 ans, c'était des équipementiers. Ils vendaient des équipements. Maintenant, c'est des solutions hyper intelligentes. Maintenant, c'est des solutions de la mobilité. Ils co-conçoivent la voiture. Exactement. Ce qui s'est passé aussi sur l'aéronautique, d'ailleurs. Aéronautique, télécom et équipements électriques et automobiles. Ce qui s'est passé dans ces secteurs-là arrive maintenant sur notre secteur. C'est ça. Il est là l'enjeu. Il faut que ce soit des co-concepteurs. Vous ne pouvez pas être co-concepteur automobile. Mais par contre, j'ai vu un truc assez récent sur l'avion électrique. C'est-à-dire, vous restez quand même assez proche d'Airbus ou c'est pareil du côté d'Airbus, vous allez vous désengager tranquillement de ce segment-là? La partie aéronautique, c'est également la partie industrie, donc elle fait partie du scope qui normalement ne rentre pas dans notre thème de l'électrification. Mais vu la situation du secteur aéronautique pour l'instant, on ne bougera pas avant 2023-2024. Ouais, c'est ça, Baptiste. Il n'est pas question de vendre. Il n'y a pas d'urgence à vendre, c'est ça le truc. Et donc, tout le sujet de transformation de ces activités-là qui sont concernées, de transformation, de restructuration, a été fait par l'équipe, par Nexans, les 5 dernières années. Toute cette activité-là, que ce soit l'automobile et l'industrie, se porte très bien. Donc, on n'a pas besoin de vendre pour récupérer du cash. On a besoin de vendre pour que ces activités-là aient le même développement, la même stratégie d'innovation et de tirer vers le haut et d'investissement que ce que nous allons faire pour l'électrification. Je comprends, mais vous auriez pu vouloir récupérer du cash pour aller faire des acquisitions. On va récupérer du cash, mais aujourd'hui, on a déjà 1,8 milliard de cash en banque. On n'a jamais été aussi riche avec une dette à 170 millions d'euros. Et Stéphane, on est la première société, là, de ce que j'ai compris, dans les toutes premières, à rembourser le PGE. Dans les prochaines semaines. On a contracté un PGE. Ouais, mais ça, alors, les chiffres commencent à sortir. En fait, la dette nette, on va dire ça comme ça, la dette nette des entreprises a finalement assez peu cru. Exactement. Notamment les grosses. Voilà, vous aviez pris le PGE parce qu'à un moment, on ne savait pas où on allait.
puis vous vous retrouvez gonflé de trésorerie et donc... Et donc on n'a pas besoin et voilà. on le rend. Voilà, exactement. Absolument. Est-ce qu'il y a quand même une... Ça veut dire que vous avez aujourd'hui une idée à peu près claire de l'évolution de la situation à 6 mois? Alors, on a fait deux choses. En tout cas sur vos marchés. Nous, on a fait deux choses. Je considère que c'est ma responsabilité de regarder le marché à 5 ans, à 10 ans. Donc, il y a la notion de tendance. Non, mais là, je parlais juste du PGE. Après, on va Sur la partie 6 mois. Juste PGE, sur la partie 6 mois, ça veut dire... Oui, je pense qu'on est très clair, confiant. On est très confiant. Par contre, on a beaucoup anticipé. Et c'est ce qu'a en fait ça fait un peu l'envolée du cours de bourse de Nexans dans les 8 derniers mois. C'est que quand on faisait des roadshows, quand on parlait avec nos investisseurs au mois de mars, on leur a expliqué, on leur a montré. Bon, je pense qu'on a une bonne intuition. Je pense que ça a joué du fait que j'étais en Chine, moi, en janvier. Pendant 15 jours, j'ai fait le tour de la Chine et quand je suis revenu, Covid-19. Voilà. Donc déjà, je me suis posé plein de questions sur si j'étais contaminé ou pas. Et on a fait un truc début mars qui a été salué par nos actionnaires, c'est qu'on a modélisé comment nos secteurs avaient résisté. Début mars, c'est-à-dire début mars du confinement, début mars il y a un an exactement. Juste avant le discours d'Emmanuel Macron. On a regardé comment avaient tenu nos secteurs en 2008 avec la crise financière. On a regardé un peu leur résilience. Et on a couplé les statistiques de la crise financière de 2008 avec les statistiques de la pandémie de 1968, juste pour la logique de statistiques sanitaires. Quand on a étudié les chiffres de la pandémie de 68, la grippe de Hong Kong, on s'est aperçu qu'il y avait eu 3 vagues successives et puis que chaque vague avait une distance, un temps de 20 semaines. Voilà. Donc, vous preniez le pic de la première vague, vous calculiez 5 semaines, donc au mois de mars, septembre, mars, encore août. Et on s'est dit, dans tous les cas... Donc la troisième arrive. La troisième arrive, on la contient. Les Chinois vous savez que ce truc-là, je crois... Enfin, certains économistes l'ont fait, mais la seule qui m'en ait parlé, qui l'a fait comme vous et qui me disait c'est comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire faut pas, enfin crise de 2008 pourquoi pas, mais il faut regarder les pandémies. Bien sûr. C'est Mathilde Lemoine, l'économiste en chef d'Edmond Rothschild Asset Management. Voilà. Dites donc. Et donc vous avez battu votre scénario là-dessus. Exactement. On a repensé tout le plan cash. Qui est pour le coup beaucoup moins violent que 2008-2009, parce que 2008, 2009, 2010, pour Nexans, c'est ultra violent quand même. Oui, et puis il y avait eu très peu d'anticipation. Mais en fait, voilà, le vrai scénario, il fallait aller chercher des pandémies comparables. Oui, je me souviens des discussions qu'on avait eues avec nos investisseurs dont Rothschild au mois de mars, on l'avait dit dans tous les cas, nous, pas de retour à la normale avant le troisième trimestre 2021. Au moment où tout le monde parlait de reprise en V au mois de juin. Et donc on a calé notre modèle là-dessus. C'est super intéressant ça. Bon, mais alors, revenons, donc, avion électrique, ok. Moi, je pensais que c'était un truc... Mais alors, on va parler, de toute façon, en termes de projet d'entreprise, mais c'est quelque chose d'assez enthousiasmant, quand même, l'avion électrique. Et donc, je me disais, tiens, peut-être, et surtout qu'il y avait eu des annonces faites avec Airbus assez récentes. Donc, oui, on a signé pour 5 ans avec Airbus, oui. D'accord, voilà, donc vous continuez le truc, et puis ensuite... Mais tout est passionnant, Stéphane, le problème. C'est la richesse de notre secteur. Tout est passionnant. On travaille pour Alstom, on est dans les trains, on est dans les bateaux de croisière. Vous savez qu'il y a 1 km de câble par passager. 1 km dans le domaine du transport. Dans votre voiture... Comment ça? Dans un bateau un bateau de croisière dans votre voiture, il y a 4 passagers, il y a 4 km de câble. Et dans un bateau de croisière, il y a 3000 passagers? Non, dans un avion, un A320, 120 passagers, 120 km de câble. A350, 300 passagers, 350 km de câble. Et bateau de croisière, 7000, parce qu'il y a l'équipage. Il y a 7000 km de câble dans un... Donc c'est passionnant. Que ce soit dans le domaine du transport, de la production d'énergie décarbonée, des transmissions, de la distribution électrique. Vous savez, dans les années 70, il y avait beaucoup de coupures électriques quand même. Il y avait des bougies au cas où. Non, je ne me souviens pas. Non, moi je m'en souviens. Moi. J'étais tout petit. Mais oui, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Oui, racheter des bougies de temps en temps. on pourrait s'en servir. Bon. Et ce qui se passe sur le Texas, c'est un petit peu ça. Alors, non, c'est autre chose. C'est pas un problème de câble au Texas, c'est un problème fondamental de réseau, enfin c'est un problème de tout d'ailleurs. C'est un problème de tout, c'est un problème de changement climatique. Non, c'est un problème de production, c'est ça que je veux dire. Non, mais il n'y a pas que la production, il y a aussi l'obsolescence des réseaux. Aux États-Unis, le réseau, il est obsolète de 40 ans. D'accord, mais s'il avait été couplé avec le reste des États-Unis, il y aurait sans doute eu moins de problèmes. Exactement, mais les interconnexions sont sans doute les éléments les plus complexes et les plus fragiles
de ces réseaux électriques aujourd'hui? De ce qu'on pense, de ce que va annoncer l'équipe Biden dans les prochains mois, c'est des trillions de dollars d'investissement sur le réseau électrique américain, qui a la même tête que leurs avions, qui est donc très c'est pour très vous, vieux. ça? Ah oui, quand on parle de potentiellement 20 000 km de lignes haute tension qui vont traverser l'Est, l'Ouest du pays à l'échelle des États-Unis et le Nord et le Sud qui vont faire en fait des autoroutes d'énergie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Les États-Unis sont en train de bâtir tout un bloc de fermes éoliennes en mer sur toute la côte Est américaine. Nexans a 80% de part de marché pratiquement. Alors, parce que nous, on relie ces fermes éoliennes au réseau. Et dans le Nevada, ils sont en train de mettre des fermes solaires gigantesques. Et à un moment donné, il faut que le réseau se parle. Il faut qu'il y ait de l'échange d'énergie, à cause de l'intermittence, entre l'Est et l'Ouest, entre Nord et Sud. Donc ces autoroutes d'énergie aux États-Unis sont en train de se bâtir. Justement, deux choses, Christophe. Il y a d'abord le transport et ensuite il y a effectivement le smart grid, c'est-à-dire l'intelligence du réseau. Sur le transport, sur l'éolien en mer, je lis tout et n'importe quoi sur l'éolien en mer. Ça me passionne en fait, parce que vous vous dites, c'est quand même le truc qui coche toutes les cases, un peu comme l'hydrogène. Si on y arrive, c'est génial. Voilà, c'est sans doute une solution. C'est une parmi d'autres. Hein. Oui, mais on les met loin en mer, etc. Elles tournent, il y a du vent, ça emmerde personne, c'est parfait. La déperdition de l'énergie, justement, à travers les câbles, c'est quoi ça peut se quantifier Tout votre boulot, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de déperdition électrique à travers le chemin des câbles. Il y en a très très peu. Il y en a très très peu. La problématique, c'est la déperdition de l'énergie quand on n'en a pas besoin, pour des problématiques de stockage. C'est ça, d'accord. Mais à travers sur les chemins de câbles, il n'y a pas grand-chose finalement. Non, très très peu. Très très peu. Très très peu. Et puis en plus, les longueurs de câbles sont de plus en plus importantes. C'est aussi un autre secteur qui est super intéressant. Avant, la moyenne de distance des fermes éoliennes en mer avec la Terre était à peu près 30-40 km. Ouais. Maintenant, les cotations actuelles, c'est 80 à 120 km des côtes. Et oui, mais la distance fait la longueur du câble. Donc c'est super. Oui, ça on est content. On l'a compris. On est content. Là, c'est pas comme les passagers. Ça, on comprend bien qu'à 120 km, il faut 120 km de câble. Exactement. Mais on peut en mettre 120, 200, 250. Ça ne change rien, en fait, à la puissance électrique qui arrive à l'arrivée sur Terre. Non. La problématique, après, c'est que vous changez de mode. C'est que les fermes ne sont plus scellées au sol, ce sont des fermes flottantes et ce n'est pas les mêmes types de câbles derrière. Parce que si vous commencez à avoir des câbles qui doivent subir des marées compliquées, là, il faut une dynamique, une gestion de la torsion du câble pour pas qu'il y ait cassure et déperdition d'énergie. Parce que vos câbles, vous pouvez pas les... Enfin, c'est trop profond de les descendre. C'est trop profond. C'est trop profond pour les fermes. Et puis pour les câbles, c'est pas un problème, mais pour les fermes, c'est un problème. Je comprends pour les fermes, parce que bon, voilà, c'est les socles, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on ne descend pas le câble jusqu'en bas ? On est en train de perdre du temps, mais c'est des détails qui me passionnent. Pourquoi est-ce qu'on ne descend pas le câble à 200, 300 mètres Vous rajoutez de la longueur. Vous rajoutez de la longueur, d'accord. Beaucoup de longueur. Et c'est plus simple d'avoir ces histoires de torsion que de rajouter de la... Donc ça, c'est le premier point, ok. Le deuxième point, c'est effectivement l'intelligence qu'il faut injecter dans le câble, en fait, qui va aider à la gestion du réseau. Oui, à l'avenir, en fait, le câble est un élément actif, il n'est pas passif puisqu'il conduit de l'énergie, mais la problématique, c'est maintenant, à cause des grandes tempêtes et des catastrophes naturelles, on enterre les câbles. Donc, quand est-ce que le câble, à un moment donné, il peut y avoir des surplus d'énergie qui accélèrent l'obsolescence d'un tronçon de câble, quand est-ce qu'on sait que ce câble doit être remplacé ? Avant qu'il lâche. Donc on commence à réfléchir, on ne commence pas d'ailleurs, on réfléchit à mettre l'Internet des objets au sein des gaines du câble, justement pour traiter de manière préventive les risques d'obsolescence accélérée de tronçons de câbles qui peuvent générer un blackout. Et tout ce qui est, alors justement, j'ai Smart Grid, cette fameuse idée-là qui plane depuis un moment, qui s'accélère maintenant. Que nous serions tous, d'une certaine manière, producteurs, autant que consommateurs d'énergie, enfin, tout ça. C'est le sujet de Nexans aussi, ça. Ah bien sûr, c'est le sujet de demain, mais c'est le sujet aussi qui va avec le renouvellement des réseaux. On a besoin d'une nouvelle production d'énergie, décarbonée, pour remplacer les énergies fossiles. On a besoin du renouvellement du réseau électrique partout dans le monde. Je vais vous donner un exemple très très simple. Ce qui s'est passé sur le télécom. On est passé du 2G, la 3G, la 4G, la 5G, mais on a renouvelé le réseau électrique. On a enlevé les vieux câbles en cuivre qu'on avait installés dans les années 80, on met passé de la fibre optique. C'est la même chose pour les câbles électriques. Sauf qu'on est juste au début de cette nouvelle révolution électrique.
Et arrivera après les réseaux, la gestion décentralisée des réseaux électriques à travers les smart grids, et pour y mettre de l'intelligence, parce que quand tout le monde ira connecter c'est d'une complexité électrique, infinie. Parce que la base reste la base. Un électron qui rentre, il faut, on va dire globalement, il y a une petite tolérance, il faut qu'il y ait un électron qui sorte. Voilà, c'est ça le sujet. Et c'est passionnant. C'est RTE, c'est passionnant. Mais quand on plonge là-dedans, la complexité est moi, il y a un truc qui me fascine, phénoménal. Il y a un truc qui me fascine, Stéphane, c'est la manière, un peu la géographie des pays. On regarde beaucoup les pays à travers leurs frontières physiques. On a parlé beaucoup de Brexit. Mais vous ne vous rendez pas compte du nombre de câbles d'énergie sous-marins qu'on est en train de connecter entre tous les pays européens avec l'Angleterre, justement pour avoir accès à la puissance des fermes éoliennes installées au Royaume-Uni depuis 10 ans. Ouais. Qui va représenter bientôt 30 gigawatts. On va avoir besoin des Anglais. Et donc, il y a des autoroutes d'énergie. 30 gigawatts, c'est, on va dire, 15 EPR, les amis. Voilà, à peu près, à peu près 14. C'est ça. Et le monde va en poser 200 gigawatts. Et sur ça aussi, d'ailleurs, il y a un grand débat. Je crois que les Anglais tombent maintenant sur leur dernier appel d'offres à 40 € le mégawattheure, ce qui est un prix vraiment qui devient très raisonnable. Bon, ce prix est contesté. Certains vous disent non parce que en fait, justement, ça ne tient pas compte de l'intermittence. Oui, bien sûr. Ça ne tient pas compte du fait que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Il y aura besoin de stockage à un moment donné. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, à un moment, va vous intéresser ? C'est quelque chose qui réduira certainement le déploiement des câbles. Donc, on va regarder. Mais bon, le coût de batterie, je crois qu'ils ont fait une étude sur Tokyo ou sur le Japon. Façon, Christophe, les batteries, elles seront au pied des pylônes. Oui, pour récupérer l'énergie. Il y aura une toujours fortune. besoin de câbles. Toujours. Il n'y a pas d'électricité. Le câble ne viendra pas des satellites. Ça, c'est pas possible. C'est même la donnée. 99% des données Internet passent par les câbles sous-marins. Donc, parce que quand même, alors l'ensemble de ce projet effectivement a l'air fantastique. Qu'est-ce qui peut être fait en France là-dessus ? Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites en France. On a 10 sites en France qui font de l'éolien, qui sont dans le domaine de la construction, qui font tous les câbles d'énergie également du réseau français. Donc on est très local. C'est un peu l'avantage du câble. On n'a pas besoin de délocaliser. Pour des questions de coût, la part main-d'œuvre dans le câble est très limitée. On a besoin de professionnels du câble, on a besoin d'experts et on a besoin d'être localement implanté pour avoir des business. Le patron de Nexans aujourd'hui qui fait ses arbitrages, il dit moi aujourd'hui, pour moi je suis aussi compétitif si je fabrique en France que si je fabrique, j'en sais rien, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Non, je vais vous dire, je vais être beaucoup plus concret. On a une usine qui est actuellement proche d'Amiens qui fait des câbles pour le ferroviaire qui est plus compétitif que les Chinois. Voilà. La part main-d'œuvre est très très limitée. Parce que moderne, 4.0, tout. Oui, puis parce que accès à des polymères et un métal. Nous, on a notre propre métallurgie in-house. On reçoit les cathodes de Zambie et de Chili, les cathodes de cuivre qu'on va fondre dans notre usine de Lens. On a un fleuron métallurgique à Lens pour en faire ce qu'on appelle du rod wire, donc des barres de cuivre de 8 mm, qui sont l'âme du câble, puisque c'est le cuivre qui conduit l'électricité. Le grand risque que nous, on voit dans les prochaines années, c'est la convergence du tout électrique qui va en fait sur le cuivre. Le marché du cuivre va passer de 20 millions de tonnes à 35 millions de tonnes. Donc, est-ce que les mines vont pouvoir suivre pour subvenir à ce besoin-là ? Ça va être un gros sujet. Et c'est pour ça qu'on va conserver nos usines de métallurgie. Ça va devenir un asset. Je me souviens, je vais faire un peu mon vieux, mais dans les années 2000, les clients faisaient la queue parce qu'en fait, il n'y avait plus de cuivre. Et donc, ils n'avaient pas de câble. Et donc, je pense que c'est un véritable asset parce qu'aujourd'hui, nous, on récupère tous nos déchets. Mais il faut aller au bout, il vous faut des mines. Non, nous, ce n'est pas notre modèle économique, mais ça va devenir un sujet. Mais du coup, nous, on récupère tous nos déchets. Mais c'est déjà un sujet, d'ailleurs. Ça flambe, là, les cours du cuivre. On est passé il y a 6 mois, on était à 7 000 $ la tonne. Là, on est proche des 10 000. Et vous répercutez les coûts sans problème ? Oui, nous c'est un pass-through. On passe tout 100%. C'est hedgé, on passe 100%. Il n'y a pas de spéculation sur le cuivre. Mais la rareté va être importante. Donc, on récupère tous nos déchets et nos déchets repassent en économie circulaire dans notre site métallurgique. Bon, Christophe, il nous faudrait plus de temps, mais malheureusement, on ne les a pas. Déjà ? Les amis, arrêtez d'acheter du bitcoin, achetez du cuivre. Exactement, non, du câble. Du cuivre pour les revendre ensuite à Christophe et à Nexans. À Chris.
J'étais ravi, les amis. Donc, Christophe Guérin, le patron de Nexans, était l'invité de Bismart. Et on va passer à la lessive. Donc, on repart, les amis, avec la lessive, mais pas seulement avec la lessive. Laure Favre, bonjour Laure. Bonjour Stéphane. Donc, Laure, tu as travaillé 20 ans dans alors, la détergence, je ne savais même pas que le mot existait, c'est-à-dire la lessive et l'ensemble des produits d'entretien. Ouais, c'est ça. Donc, pour, j'imagine, un géant. Pour des très gros groupes, ouais. Ce qu'on appelle les lessiviers. Ouais, voilà. Voilà, des grands groupes internationaux et puis des groupes plus locaux aussi. Mais ils sont tous assez gros quand même, non? Enfin, bon, évidemment, le plus gros qu'on connaît, c'est Procter. Ouais, ben en fait, il doit y avoir Henkel aussi. Enfin, ils sont tous à 20-30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça, c'est des mastodontes. Et il y a 3 gros groupes qui font 90% de part de marché en France. Voilà, c'est ça. Et toi, tu t'es dit, moi, avec mes petits bras, je vais aller leur tailler les croupières. Bah ouais. Non, mais j'adore. Mais non, mais c'est ça qui est formidable. En fait, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans ces marchés. Et ça fait aussi 20 ans, j'ai une formation de marketing. Ça fait 20 ans que j'ai l'occasion de parler avec des consommateurs qui me disent ce qu'ils ont envie de consommer, leurs attentes, et puis de voir aussi l'évolution de la société. Et regarder un rayon de supermarché sur ces 10 et 20 dernières années, l'offre n'a pas vraiment changé. C'est toujours un océan de plastique. Mais moi, j'ai l'impression qu'elles ont quand même pas mal évolué, ces lessives, aujourd'hui. Elles nous vendent, justement, elles nous disent qu'elles ont retiré un certain nombre des produits les plus inquiétants qu'il y avait dans leur composition. Elles se sont compactées. Alors, ce qui est peut-être d'ailleurs une arnaque marketing, parce que j'ai l'impression que nous, on en met toujours autant dans le... Alors, il y a deux choses. Il y a une évolution, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a des tentatives d'amélioration de l'offre, c'est certain. Les formules s'améliorent, mais elles restent encore pour beaucoup. La 90% de l'offre en rayon, aujourd'hui, sur les lessives ou les produits d'entretien, c'est des offres qui peuvent contenir des matières controversées. Donc, qui sont les allergènes, les cancérogènes ou des perturbateurs endocriniens, par exemple. Est-ce que tu peux t'en parler? Alors, allons-y, parce que c'est l'une des questions. Quand je fais une lessive... on va dire, moderne, responsable, durable, etc. Est-ce que je peux me passer de l'ensemble de ces matières que tu dis controversées, matières chimiques? Oui, alors c'est tout le travail qu'on fait avec Spring. C'est un travail qui est important, qui est compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut trouver des matières de substitution. Parce qu'il faut que ça lave quand même. Mais c'est le nerf de la guerre. Ça ne sert à rien de proposer un produit qui ne va pas remplir sa mission principale, qui est celle de vraiment nettoyer. Donc la priorité, c'est d'avoir un produit qui soit aussi efficace que les produits standards du marché, et avec des matières qui sont plus vertueuses et meilleures pour la santé. Alors là, vous avez... J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, il y a un système de sécurité sur cette boîte. Ah, c'est incroyable! Donc, alors, on le dit d'un mot. Donc, en fait, on va recevoir la lessive... Ouais. La proposition par la poste. C'est des produits qui sont... Attends, tu vas nous raconter tout ça, marketing, mais on va la recevoir par la poste. Donc, tu te dis, recevoir par la poste, quand même, des petites balles de lessive, peut-être un peu dangereux. Il y a une sécurité en fait. Oui, alors on a travaillé plus d'1 an sur cette boîte. J'arrive pas à l'ouvrir. Un double objectif. Alors, vous voyez, sur les côtés, il y a 2 petites ailettes. Ouais. Il faut appuyer simultanément sur les 2 côtés. Mais oui, bien sûr. Par l'arrière. Oh là là. Voilà, et ça y est. Donc on a travaillé plus d'1 an sur cette boîte qu'on a fait breveter parce qu'on a créé un système de sécurité sur du carton. Là, je me retrouve avec un truc que je peux acheter en grande surface. Pas exactement le même, parce que cette lessive, elle est... Donc c'est une petite bulle, comme vous pouvez en trouver en grande surface. Je le dis parce qu'il y en a qui nous écoutent en podcast, à la radio, tout ça. C'est ce qu'on appelle les capsules de lessive. Donc c'est de la lessive liquide qui est donc encapsulée. C'est la plus petite du marché, c'est même une innovation mondiale en fait. Elle fait 14 millilitres. Les capsules standards qui existent en rayon aujourd'hui, elles font entre 25 et 30 millilitres. Donc pour faire ça, on a compacté au maximum en utilisant des matières qui sont plus performantes, puisque comme on disait tout à l'heure, l'idée c'est toujours d'offrir un produit qui soit aussi efficace que les produits standards du marché, bien évidemment. Donc matcher les standards d'efficacité des marques conventionnelles en fait, avec moins de matière pour avoir une formule qui est plus compactée, qui est plus vertueuse pour l'environnement, parce que du coup elle est moins lourde à transporter et donc elle a un impact meilleur sur le bilan carbone. D'accord. Et elle rentre dans cette petite boîte qui rentre dans la boîte aux lettres. Et elle rentre dans cette petite boîte qui rentre dans la boîte aux lettres et qui, alors c'est une image, vous irez voir parce qu'il faut aller voir ça quand même, c'est quand même une sacrée aventure. Wispring.com. Voilà, wispring.com et donc vous irez voir en fait, il y a une petite image et vous pouvez glisser cette petite boîte entre la machine à laver et le meuble qui est à côté, un placard, la commode qui est à côté. Elle fait 2,5 cm d'épaisseur. C'était pas prévu au départ. C'est un gros livre de poche. L'objectif de notre proposition, c'est d'apporter du service au consommateur avec un produit qui est meilleur pour la santé et meilleur pour l'environnement. Et surtout, on se dit, moi j'adore ce que je fais, ça fait 20 ans que je suis dans la lessive, mais franchement, je vais vous dire Stéphane, moi c'est pas une passion d'aller acheter ma lessive en supermarché. Ce qu'on se dit, c'est que l'idée c'est d'apporter du service au consommateur avec un système de livraison programmé, et selon votre fréquence et vos besoins, on va vous livrer régulièrement dans votre boîte aux lettres la lessive dont vous aurez besoin. Et
Parce que, donc, il y a l'efficacité de lavage à toutes les températures. Non, parce que moi, je fais les courses, hein, je sais. Hein. Ah. À toutes les températures, parce qu'il y a le sujet des températures aussi. Bien il y a sûr. le sujet de l'utilisation à froid. En fait, Parce que les textiles sont de plus en plus fragiles aujourd'hui. Oui, et alors il y a aussi, c'est pour le respect des textiles et aussi pour un souci de maîtrise des énergies. En plus, Nos lessives, elles si sont on chauffe efficaces. moins l'eau. Exactement, des basses températures, donc des 20 ou 30 degrés. La lessive va être efficace, ce qui fait qu'en fait, on va avoir besoin de moins d'énergie pour chauffer l'eau. À froid, non. On dit que 20 degrés, c'est froid. Donc, oui. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, ça c'est... Donc, alors, tu dis effectivement dans un, j'allais dire baril, c'est plus des barils maintenant. Bref, dans un comment on dit? Un bidon. Un de bidon, lessive. voilà. Tout Dans un simplement. bidon de lessive, il y a 80 à 90% d'eau, c'est ça, hein? Alors, c'est 75, 90% c'est plutôt sur les sprays ménagers comme ça. Une lessive, c'est 75% d'eau. Donc, notre lessive de 14 ml, elle est 4 fois plus concentrée qu'une dose équivalente dans un bidon de lessive. Un bidon, c'est 75% d'eau et un bidon que vous allez jeter après quand vous l'aurez terminé. Alors, une fois qu'on a cette... combien de temps pour concevoir l'ensemble de cette histoire-là? Alors, il y a le travail sur la boîte qui nous a pris plus d'1 an. On l'a fait breveter parce que inventer ce système de sécurité sur une boîte qui est 100% sans plastique, c'était un vrai challenge. Mais c'est dingue. Mais tu t'es allié avec un professionnel pour faire ça? Alors, on a travaillé avec un ingénieur en packaging pour inventer ça. On s'est inspiré de systèmes qui existent dans la pharmacie. Qu'on a... C'est ça. Oui, parce que dans la pharmacie, pour les médicaments, il y a des systèmes de sécurité évidemment qui existent. Voilà. Donc on s'est inspiré de ce genre de système-là, qu'on a amélioré, optimisé pour que ce soit adaptable sur une boîte qui est donc en craft, donc 100% sans plastique. Je suis bluffé. Bluffé par la lessive au Non, je suis bluffé par la... En fait, je suis bluffé par l'enveloppe de la lessive. La lessive, je ne sais pas encore, il faut essayer. Voilà, vous me direz alors. Mais je suis bluffé. Bon, comment est-ce qu'après on a accès au marché quand même? Parce qu'on est sur un... Enfin, on est sur... Ça va être compliqué. Comment est-ce qu'on touche le consommateur avec Madame la pro du marketing? Notre objectif, c'est d'être... Donc, on est vendu sur le web. On est une DNVB, un Digital Native Vertical Brand. On a lancé... Digital Native Vertical Brand. Yeah. Ça sonne. On a lancé la marque, on a nos premières commandes en août l'an dernier, et on est vendu par les réseaux sociaux. Donc on fait toute notre communication sur Instagram essentiellement, un petit peu sur Facebook aussi, et puis on a la chance d'avoir une communauté qui est très réactive. On a beaucoup de bouche à oreille. Puisqu'ils adorent nos produits. On est noté 4,9 sur 5, donc c'est une grande fierté, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'efficacité... 4,9 sur 5 par qui? Sur quoi? Par nos consommateurs. D'accord. Voilà. C'est audité ce chiffre-là? Il est validé? C'est fait, vous savez, par des outils de notation extérieurs pour que ça ait de la valeur. Avis vérifié, etc. Un des points qui était hyper important pour moi, pour Spring, c'était la transparence et l'honnêteté. Moi, j'ai envie d'être dans... Voilà, j'ai passé les 40 ans, j'ai la chance de pouvoir créer ma marque. J'ai envie de faire quelque chose dans lequel je crois et dont je puisse être fière. Et on n'a pas envie d'être dans une forme de bullshit marketing dont on a pu en entendre parler pendant des années. T'en as fait pendant 20 ans du bullshit marketing, donc... Je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'on peut en voir au quotidien et que la fierté qu'on a derrière Spring, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on met nos noms sur les packs, c'est de vendre un produit dont on est fier et qui est sincère et honnête. Ah oui, je l'avais pas vu. Préparé avec amour par Laure. Ouais. Vous avez vu un peu? Ouais, mais à un moment, tu vas pas pouvoir tous les préparer avec amour. Non, c'est pour ça que mes associés Philippe et Ben préparent aussi avec amour. Et c'est eux qui vont signer le truc, etc. Et tout. Ouais. Combien de clients aujourd'hui là? Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers d'abonnements. Non. Ouais. Mais parce qu'en fait, on a une proposition qui répond vraiment à ce besoin de transparence des consommateurs. Vous savez, qui nous parlent en direct sur Instagram quand on nous pose une question ou sur nos formulaires de contact ou autre. C'est nous qui répondons en direct. Hein. C'est pas un service client à l'autre bout du monde. Oui, mais même avec 10 000, ça veut dire que ça se passe bien. On n'a quand même pas 10 000. Ouais. Oui, voilà, on n'a pas 10 000 contacts par jour, heureusement. Et puis... Mais oui, on a une proposition qui plaît parce que le fait d'offrir... ils ont dû demander, il doit y en avoir au moins la première fois, on doit demander comment on ouvre là. Oui, alors on a un petit tuto. Alors, il y a un mode d'emploi derrière le pack. Mais comme tout le monde a commencé par moi, personne n'ouvre les modes d'emploi. On a aussi une petite carte postale qui accompagne le produit. Manual, tu sais. On a une carte postale qui... Bon, dis donc, le temps tourne. Parce qu'il y a ça aussi. Ouais. Et donc ça, c'est quoi ce truc? Ça, c'est l'idée, c'est aller encore un cran plus loin sur notre... Ça, c'est pour nettoyer les surfaces, ça? Oui, c'est des sprays nettoyants pour les vitres, la salle de bain ou les multisurfaces, donc la cuisine, par exemple, ou ce genre de surface. Il y a de l'eau de javel dedans?
Non, il n'y a pas d'eau de javel. Il en faut quand même, non? Non, on peut nettoyer. On peut désinfecter sans eau de javel aujourd'hui? Alors, un désinfectant, on peut désinfecter avec d'autres manières, mais ça, c'est pas des produits désinfectants. D'accord, c'est pour nettoyer. Ouais. D'accord. Ouais. Et ça, c'est aller au bout de cette démarche qui est de se débarrasser des plastiques à usage unique et puis d'arrêter de vendre aux consommateurs de l'eau. Un spray nettoyant classique, c'est 90% d'eau et c'est une bouteille que vous allez mettre à la poubelle quand vous l'aurez jetée pour racheter exactement le même produit derrière. Donc, je pense qu'il y a une forme d'aberration et qu'il est temps de proposer une autre solution quand même. Oui, mais alors là, moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais je fais les courses, je les achète les recharges justement, puis je les remplis maintenant, mes bidons, tout le monde fait ça. Sauf que toi, tu vas beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, ton détergent, voilà, on va appeler ça comme ça, il est concentré dans cette petite pastille que j'ai là entre mes doigts. C'est vraiment, enfin là encore, si vous nous écoutez en podcast, c'est toute petite pastille que je vais mettre dans l'eau. Oui, c'est ça. En fait, les produits rechargeables dans le marché aujourd'hui, ils font 5 à 10% du rayon, mais pas plus. Et ils sont proposés dans des poches en plastique. C'est la même formule liquide, donc toujours faite à 90% d'eau. Donc nous, ce format-là, donc effectivement, ça ressemble à un gros comprimé, si vous voulez. C'est un comprimé effervescent qui fait 4 grammes et il représente les 10% de matière active qu'on a dans notre produit fini. Donc on propose un kit avec des bouteilles qui sont réutilisables à l'infini. Vous les achetez une bonne fois pour toutes. Vous remplissez avec l'eau du robinet. La petite pastille, c'est effervescent et en moins de 10 minutes, vous avez retrouvé votre formule. Il y a quelqu'un d'autre qui fait ça? C'est une innovation. C'est regarde avec un grand sourire, genre. Mais oui, parce que j'en suis très fière. Mais je l'ai vu nulle part, ça. Non, mais oui. Vous voyez, il fallait. Ouais. Oui, parce que c'est pas vraiment. Pourquoi? C'est pas dans le sens de l'histoire. Attends, il nous reste 40 secondes. Ton outil industriel, parce qu'il faut des industriels pour fabriquer tout ça, quand même. On travaille avec. Oui, on a des partenaires industriels sur chaque technologie. C'est des partenaires différents. Ouais. Qui te font confiance? Qui font confiance, que je connais depuis de nombreuses années, Oui, c'est ça, voilà. Et qui travaillent, j'imagine, aussi avec les grands professionnels de la détergence et de la lessive. Voilà, c'est ça. Mais qui se disent aussi qu'à un moment, il va falloir changer de pratique. Mais oui, parce qu'il est temps de proposer autre chose, exactement. C'est incroyable. Hein. Et ça vous donne envie de faire le ménage? Mais je fais le ménage. Mais non, mais alors puis en plus c'est la lessive, c'est plus simple que le ménage. Mais non, mais le sujet c'est la façon dont vous réfléchissez aujourd'hui, dont vous construisez vos entreprises, vos modèles et tout, c'est formidable. Eh ben merci. Moi j'adore ça, c'est formidable. Les amis, on termine Bismart. Justement, tiens, on va un peu parler du monde d'après, on va revenir sur la finance. Et donc Raphaël Rossello est avec nous, banquier d'affaires. Raphaël, l'opportunité du Covid-19. Alors évidemment, quand on voit ça sur un bouquin, c'est un gros bouquin en plus, qui fait plus de 300 pages, on se dit tiens, ça va être intéressant. Et puis en plus, Raphaël, vous écrivez, cet essai n'est pas une analyse idéologique, c'est le procès-verbal de constatation faite sur le terrain. Ouais. Alors première escroquerie, Raphaël, non. C'est pas un procès verbal, c'est pour le coup. Alors, et on va en parler. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est un bouquin purement idéologique. Mais il n'y a pas une seule constatation faite sur le terrain dans tout ce que vous m'écrivez. Aïe, ça commence fort. Mais bien sûr. Mais génial. Bouquin idéologique qui nous dit en gros une chose, et le constat, mais on va en parler ensemble. Nous sommes sous un régime de fausse croissance et sous un régime de mensonge économique. C'est ça que nous sommes en train de traverser, Raphaël, depuis un bon moment. D'ailleurs, ce n'est pas forcément lié au Covid. Vous dites le Covid permet justement de révéler cette espèce de grande arnaque, de fausse monnaie, de fausse croissance. Mystification. Alors allez-y, dites-moi en quoi on est sous un régime de fausse croissance. Vous dites parfois aussi, on est dans une impasse, ce que je préfère, mais prenons le régime de fausse croissance. Non, parce qu'il n'y a aucun pessimisme dans mon constat. Par rapport à beaucoup de gens qui sont, je dirais, des collapsologues avérés, je suis un optimiste acharné. Et je vais essayer... Oui, alors attendez. C'est pas l'impression qui ressort du bouquin quand on le lit, quand même. Et je vais essayer de mettre le doute dans votre, dans votre esprit. En fait, le point de départ, c'est une lettre qui s'appelle le sentiment d'incertitude, le climat d'incertitude. Et en 95, quand j'étais le petit prince des introductions en bourse, j'en ai fait une centaine, dont Bruno Van Rieb. D'accord. Donc en 95 Entre 95, la bulle Internet, entre 95 et 2001. Okay. Et un grand avocat d'affaires m'arrête, on s'arrête dans la rue et me dit, mais comment est-il possible qu'il y ait une telle euphorie
sur les marchés, les PME, c'était Euronext qui créait le nouveau marché, etc. Et quand on écoute les gens, un sentiment d'incertitude. Et ce mot a marqué le début d'une interrogation que j'ai vécue entre New York et Paris en faisant des introductions en bourse de sociétés technologiques. J'ai lu... Donc vous saviez très bien qu'elles n'avaient pas plus d'épaisseur que la feuille de papier qui servait à imprimer leur business plan ? J'en savais rien. Attendez, non, Stéphane, je n'en savais rien. J'étais dans l'étonnement. Bon. Et en 2012, donc 15 ans plus tard, je tombe sur une note de la Réserve fédérale, et j'utilise le terme de sidération, me montre que pendant 2 siècles, l'Amérique a connu une croissance que je qualifie de forte et autonome, de l'ordre de 4%, et que depuis 1960-70, l'Amérique connaît une croissance affichée décroissante et un déficit croissant. Oui, parce que vous avez un tableau d'ailleurs où vous retirez l'inflation du taux de croissance. Ah non, mais l'inflation, elle a toujours été déduite de la croissance, toujours. Oui, mais... Non, je déduis, j'ai osé, mais ça a été validé par des comptables, hein, et notamment par l'Académie des sciences techniques et financières et comptables. Je veux dire, c'est pas un tour de passe-passe que je fais. C'est que je dis, OK, alors j'ai pris les séquences américaines. Et là, ça a été la stupéfaction. Dans la mesure où sur les 50 dernières années, ce leader mondial de tout, la tech, l'argent, la finance et autres, me dit quoi ? Croissance moyenne sur 50 ans de 2,8%, déficit moyen sur 50 ans de plus de 5%, et j'ose faire la soustraction. Voilà, c'est ça, c'est avec le déficit. Ce qui est le principe d'une croissance organique. Vous aviez, à ma place, il y a quelques jours, le patron d'Euraseo, Olivier Millet. Euraseo PME, absolument. Euraseo PME. PME. J'appelle Olivier et je lui dis, Olivier, j'ai le deal du siècle. J'ai une affaire dans laquelle il y a de la techno, il y a de la croissance, il y a tout. Quelle va être, au bout de 3-4 minutes de mon pitch verbal, la question d'Olivier ? Oui, d'accord. En croissance organique, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc ça veut dire par elle-même, hein ? Par elle-même. Et je vais dire, c'est gigantesque, mais depuis 50 ans... Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, Raphaël, depuis combien de temps ? Depuis 50 ans ? Oui. Moi déjà, je disais depuis 10 ans, mais depuis 50 ans, la croissance des pays développés, on va le dire comme ça, voilà, est dopée à l'EPO de la dépense publique. Alors, top. Pour moi, il n'y a pas que la dépense publique. Il faut qu'on avance. Enfin, on a un peu de temps, mais il faut aller aussi droit au but, quand même. Alors, on y va. On va pas que sur la dette publique. La dette publique représente le tiers de la dette. Donc, j'en ai un peu marre des gens qui me parlent que de la dette. Attendez, les mecs, il y a la dette publique... Et la dette privée. La dette privée fait les 2 tiers de la dette globale. D'accord ? Alors, on a un problème, aujourd'hui, on le sait. Bien. On a un mécanisme... Attendez. On a un mécanisme par lequel on n'a plus de croissance organique. Ce qui est admis par le consensus, c'est de dire on a de la croissance à crédit. Hein, vous êtes d'accord ? C'est le mot. Non, en fait, c'est l'un des aspects qui est intéressant. Non, c'est que c'est un débat qui est appuyé sur des statistiques qui sont des statistiques d'une époque de production, qui sont des statistiques d'une époque fordiste, où on comptait les voitures qui sortaient de l'usine. Je suis d'accord, mais Stéphane... Beaucoup d'économistes vous diront, en fait, c'est cette fameuse phrase, les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques. Beaucoup d'économistes vous diront, en fait, la croissance est réelle, mais pas mesurée. Non, top. Stéphane, votre vie, celle de vos enfants, votre système, votre plan d'assurance, votre plan santé, tout est fonction de ce critère qui s'appelle la croissance. Ouais. OK. Elle n'est pas bonne, le PIB n'est pas bon, etc. On a une boussole. Vous allez plus loin d'ailleurs. Non, mais je cite cette phrase parce qu'elle est importante et alors celle-là est fondamentale. La croissance est indissociable de la démocratie et de l'état de droit. Si la première décline, la croissance, il est à craindre que les seconds, démocratie et état de droit, suivent cette tendance. Alors,
Stéphane, un chiffre. Nous sommes... Alors, donc je me suis dit, mais quel est le germe, quel est le bacille souche de la croissance de ce truc-là? La croissance de la productivité. Elle s'est effondrée, effondrée en 60 ans, ok? Et tout le monde regarde dans la courbe que vous ne voulez pas que je montre à l'écran. Tout le monde regarde. Non, moi je interdis rien du tout. Non, mais là vous n'avez pas la montrer maintenant, ça va être moche. Là, voilà. Mais non, mais il fallait l'amener avant, ça va être moche. Je sais pas s'ils peuvent la filmer. Okay. Mettez-la de. Voilà. Non, mais ce que je veux dire. Vous parlez d'un truc, hein. Non, attendez. Il fallait le montrer, hein. Non, mais il fallait le montrer. Pourquoi? C'est la Banque de France qui le publie, c'est l'OCDE, etc. Je veux dire, j'ai pas senti productivité globale des facteurs, hein, mesdames, messieurs, la clé de la productivité. Okay. Voilà. Bien. Cet effondrement, il correspond à quoi? Au top de la productivité, université américaine, c'est le climat d'incertitude le plus faible de la période. Démocratie, le nombre d'électeurs se rendant dans les bureaux de vote dans tous ces pays, au maximum, au zénith. Et on regarde 60 ans plus tard, et qu'est-ce que l'on constate? Qu'il n'y a plus ou pratiquement rien, de croissance de la productivité. OK? Bien. Et parallèlement... Attendez. Et parallèlement... Non, mais il faut avancer, Raphaël. Et parallèlement, un défi démocratique. Et parallèlement, des mêmes questions. C'est-à-dire, vous faites un lien, et là, pour le coup, je le trouve très intéressant, entre effectivement cette chute de productivité et les défis qui sont posés aujourd'hui à la démocratie par l'ensemble des populismes. Mais alors justement... Mais oui, c'est vous qui l'écrivez, heureusement que vous êtes d'accord. Bah oui. Mais c'est ça qui me fout les boules. C'est que du fait que mon discours soit considéré, soit sorti de son idée, simplement parce qu'on a peur. Mais non, c'est pas qu'on a peur. Mais si, on a peur de ne pas trouver de solution. C'est deux choses. C'est un, moi je le dis assez régulièrement, hein, pour faire ce que vous faites là. Ouais. J'ai commencé à faire de la télévision il y a 15 ans. Il fallait 3 fois plus de personnes. Voilà. Donc, c'est sans doute dans aucune statistique, mais cette digitalisation intensive de l'ensemble des processus de production, va falloir à un moment quand même qu'on m'explique pourquoi c'est pas une hausse de productivité. J'y viens. D'accord. Vous savez pourquoi ? Bien sûr, mon prédécesseur pour Tesla, mais il a raison. Je suis en train de travailler sur des biotech qui vont reprogrammer des cellules souches. Génial! Je suis en train de travailler avec des boîtes de nanotechnologie pour augmenter la performance de tous les écrans, etc. Génial! Oui, c'est passionnant. Alors. Mais ça n'entraîne plus la croissance telle qu'elle est mesurée. Telle qu'elle est mesurée. Eh bien oui, mais quand vous regardez les annonces faites par M. Bruno Le Maire, il vous dit la dette, je vais la payer parce qu'il va y avoir de la croissance. L'erreur de Sarko quand il a dit je vais aller chercher de la croissance avec les dents. Mais c'est pas à toi, bonhomme, d'aller la chercher. C'est à nous, c'est au peuple. Or, à partir du moment où cette courbe te démontre, c'est que tu n'es plus suivi. Et on arrive à au deuxième méga problème. C'est qu'étant donné qu'on ne veut pas envisager, je ne suis même pas en train d'essayer de vous convaincre, il m'a fallu 20 ans de recherche. 8, attendez, Stéphane, 8 ans pour admettre ce que je suis en train de vous dire. On ne veut pas envisager. On fait de la dette massivement. À taux zéro. Mais et alors, on avait... Attendez, on serait au niveau de la dette globale. Je parle toujours de la dette globale. Au niveau de la dette globale du monde avant Covid, mais il y avait un problème sanitaire, mais il y avait plus de problèmes économiques. 25%, 30% de PIB, on s'en fout. On attaque la crise en étant entre 300 et 400%. Attendez, ça veut donc dire... Raphaël, c'est votre métier. Tout le monde s'en fout. Pas vrai. Tout le monde... Mais enfin, heureusement que tout le monde s'en fout. Ceux qui ne s'en foutent pas ont tort. C'est Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, l'écrit ce matin dans Les Échos. Voilà. Ne vous préoccupez pas de la dette. Eh bien, il est dans l'obligation, comme mon copain Arnaud Montebourg, il est dans l'obligation de faire plaisir aux gens. Non. Mais pourquoi ? Ok, mon ami, j'ai là un billet de 5 $. Vous savez ce qu'il y a sur le billet de 5 $? Ce document est une reconnaissance de dette publique ou privée. Vous me dites, ah non, on a monétisé, on s'en fout, tout ça, ça reste dans les banques. Ok ? Je déchire ces 5 €, ces 5 $. Et vous croyez que ça n'a aucun effet ? Mais vous ne les déchirez pas. Vos 5 $... On les annule. Mais non, vous ne les annulez pas. On les annule. Donc la vitesse de circulation de la monnaie s'effondre. Donc je veux dire,
Vous êtes, mais je sais, mes associés les plus jeunes me disent... Non, mais attendez, je comprends pas votre histoire d'annuler. Vous n'annulez rien du tout. Vous en imprimez massivement de la monnaie, aucune n'est annulée. Et force est de constater que l'inflation n'est pas là et qu'on la cherche partout. Stéphane, la grand-mère de ma chère épouse était dans la Sarre pour le... Mais non, Attends, top. Elle m'avait donné un billet de 50 000 milliards de marques. Autre histoire, autre considération. Oui. Je suis complètement d'accord. OK. Eh bien, moi, je vous dis que ce bureau, qui vaut 1 000 €, un jour, il faudra le payer 1 million d'euros. Oui, mais alors c'est là où... Et donc, qu'est-ce que je dis? C'est le grand tort, je trouve, de votre bouquin, c'est que c'est déclamatoire. Non. Vous dites ça, mais non. appuyez sur quoi? Où est l'inflation? Alors, vous allez la chercher. Il n'y en a pas. Ah, mais dans votre bouquin, vous allez la chercher. Mais il n'y en a pas, on est dans un système déflationniste. Eh bien, pourquoi y en aurait-il tout à coup? Pourquoi surviendrait-elle tout à coup? Parce que vous avez deux inflations. Il y a 10 ans qu'on imprime massivement de la monnaie. Eh ben, continuez, mon ami. Mais continuez. C'est pas continuer, c'est quelle est l'alternative? Alors, l'alternative... Parce que c'est ça le sujet de l'ensemble de ce... Tout le monde sera d'accord pour dire, comme vous l'écrivez, on est dans une impasse. Tout le monde sera d'accord pour dire, il y a quelque chose de fictif dans le système dans lequel on est aujourd'hui. Ouais. Absolument, on est tous d'accord. Quelle est l'alternative? Alternative 1, l'admettre. D'accord, ok. Ok. D'accord. Oui, mais attendez, quand je vais chez un médecin, j'admets que je suis malade ou j'admets pas que je suis malade. J'entends ce point. Premier point, fondamental. 2, on peut jouer sur les horloges. Et on ne va pas rentrer dans le débat parce que ça serait trop long. 3. Attendez, mais juste un mot, ça veut dire quoi, jouer sur les horloges? 3, attendez. Repousser la maturité de la dette? Oui, mais ça c'est pour la dette. D'accord. Mais également, puis c'est que notre cycle, d'un côté, il est accéléré dans l'univers que je représente. Il s'accélère, d'accord? Les LBO qui étaient de 6 ans sont de 5, sont de 4. Oui, d'accord. OK. On ralentit. On sort de cette frénésie. On sort de cette frénésie. Hein. On passe d'un staccato à un adagio. Voilà, c'est tout aussi beau. Et on y arrive. 3. On prend conscience qu'en continuant, il faut... Parce qu'on mélange richesse et patrimoine. On confond que l'essentiel des populations n'ont pas de patrimoine et qu'eux sont dépendants de la production de richesses. Et mon alerte, c'est ce que j'appelle la rupture de la portance humaine. Et là, comment 74 millions d'Américains ont voté pour un fou? C'est là où... Bon, on va pas rentrer dans les détails du bouquin, ceux que ça intéresse, et je pense que c'est assez vivant quand même, donc iront le lire. Mais non, mais par exemple, à un moment, vous dites, alors, vous balayez d'un revers de main l'histoire du revenu universel. Ah, mais c'est pour moi l'horreur. L'horreur absolue. L'horreur absolue. Mais attendez, je vous condamne. Attendez, je vous condamne. Surtout, Stéphane, je vous paye un salaire. Vous avez 18 ans, jusqu'à votre mort. Surtout, foutez-nous la paix. Vous n'avez aucune utilité sociale. Mais vous imaginez ça? Pourquoi pensez-vous, alors on ne va pas rentrer dans un débat sur le revenu universel aujourd'hui, mais aujourd'hui, Raphaël, si vous faites le diagnostic que vous faites, c'est-à-dire une panne de croissance, cette panne de croissance d'un côté, deuxième aspect qui est alors là très largement admis, problème de partage de richesses. C'est-à-dire, oui, le monde technologique amène sans doute à une concentration très très forte des richesses entre quelques mains. Si vous balayez d'un revers de main, c'est-à-dire vous refusez même, ces 3 lignes, vous refusez même d'y réfléchir, la question du revenu universel, je ne sais pas vers quelle voie vous allez aller pour trouver une solution. En tout cas, pas la voie qui est de dire, alors on ne va pas faire des robots qui font des pizzas, parce que c'est bien qu'il y ait des gens qui font des pizzas. Ouais. Par contre, on va faire des robots pour aider les chirurgiens, parce que... Mais c'est l'énormité. Mais vous allez me créer la commission, vous allez me créer la commission du robot utilisé. Mais pas du tout. Moi, je suis avec des patrons qui ne voient plus votre croissance. Et c'est dans le textile technique, et c'est dans la mécanique, et c'est dans le façonnage... mais ça, on est d'accord, je veux bien... il faut l'admettre. Il ne la voit pas. Mais c'est là où les solutions, si vous voulez, l'alternative à ne pas essayer de maintenir la machine à coût effectivement d'endettement et de dépenses publiques, je ne sais pas ce que vous avez d'autre comme alternative. Voilà. Alors, l'alternative... Si vous admettez mon... Je sais, mais... alors, Stéphane, merci. Vous êtes la télé des audacieux. Je ne serai probablement pas réinvité sur ce plateau, mais... Attendez. Pourquoi? Non, mais parce que je savais... Mais attendez. Mais je savais qu'en venant, et je vous remercie d'être rentré vif dans le sujet... Non, mais attendez. Soit il y a un débat, soit il n'y a pas de débat. Soit il y a un débat, soit il n'y a pas de débat. Si vous me dites, et c'est la leçon... Ok, vous n'ouvrez pas le débat. Si, je l'ouvre. Je dis simplement qu'au lieu d'avoir le diktat de fonds activistes, mais ces types devraient être hors la loi.
Il n'y a pas d'autre richesse que d'hommes. 16e siècle, Jean Bodin. C'est éternel. Si vous remplacez... Donc revenu universel. Mais c'est pas de la création de richesse. Mais non, mais il n'y a d'autre richesse que d'hommes. Soutenez les hommes. Justement, donnez-leur toutes les chances possibles dans un monde qui en a de moins en moins. Attendez, en les condamnant à l'inutilité sociale. Mais pourquoi ils pourraient bosser? Mais pourquoi est-ce qu'un revenu universel vous empêcherait de bosser? Parce que je me réveille le matin, je vais chercher mon chèque à la banque. Mais non, parce que vous vous ennuyez, parce que vous avez envie d'en avoir plus, parce que... Non, l'un n'exclut pas l'autre. Mais encore une fois, c'est la façon dont vous balayez ça en 3 lignes. Pourquoi? C'est parce que je constate... J'ai été formé par un Suisse allemand. D'accord? Brillantissime. Matheux, financier, etc. J'ai vécu dans un entourage alémans où je constate simplement, il y a une anecdote sur le français Doriot, qui a été prof Il nous reste une 30. Si on rentre auprès de Jacques Doriot, on va être mal. Non, attendez. Et qui dit simplement, dans le capitalisme, le profit est la récompense. Je dis qu'aujourd'hui, notre système dans lequel je suis un acteur, c'est que le profit est l'objectif. Eh bien, soit on modifie un peu ça dans les 10 ans qui viennent, et on évite de se dire qu'en cherchant 2%, il faut s'endetter de 4%. C'est ça mon message. En tout cas, merci. Non, alors j'ai pas le temps parce que vous faites un sort à une note de l'OCDE que moi je trouve super intéressante. C'est exactement ce qu'il faudrait faire. Non, mais je vais répondre à un article. Je vais répondre à un article. Non, on est au bout. Non, alors ça, non, c'est pas possible, on n'a pas le temps. Non, mais pas maintenant. Oui, d'accord. Je vais y répondre. C'est une honte de dire que la productivité va revenir. C'est de la vente d'un rêve qui est faux. On ne peut pas inverser cette réponse. Alors il faut vivre avec. Là, vous marquez un point dans mon esprit, Raphaël. Voilà, vous n'êtes pas venu pour rien. Alors, je suis pas la meilleure façon de guérir, c'est d'abord de reconnaître qu'on est malade. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est malade, on ne peut pas vraiment guérir. Et il y a des solutions. Croyez-moi. Voilà les amis, entretien tempétueux avec Raphaël Rossello qu'on avait enregistré en fait le mois dernier. Il me reste à vous dire au revoir, bonne soirée, on se retrouve demain.